téléviseurs dans les chambres. Chaque enfant a sa télévision. Et ceci a des effets absolument catastrophiques. Ils sont avérés aujourd'hui, médicalement prouvés. Les pouvoirs publics ne font rien. Si, ils font quelque chose. Ils condamnent les parents à les priver d'allocations familiales si leurs enfants font des conneries. Et s'ils font des conneries, c'est parce qu'on les rend pulsionnels, ces enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de la pulsion, où on incite à la consommation par la pulsion. D'ailleurs, expliquez-nous ça, Bernard Stiegler, parce qu'il y a une chose très importante dans votre livre sur le désir et pulsion. Société pulsionnelle, je vous ai interrompu, excusez-moi, mais la chose est importante entre désir et pulsion. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce que la pulsion, d'abord? La pulsion, c'est quelque chose qui s'empare de nous, c'est une puissance dynamique, et qui est assez irrésistible. Par exemple, imaginez que nous ayons faim, nous nous retrouvons, parce qu'il y a un tremblement de terre, enfermés tous les trois dans ces studios, comme il y a des Chinois en ce moment, dans une mine, enfermés. C'est au Chili, je crois. Au Chili, pardon, voilà, au Chili. Il y a des Chiliens, oui. Au bout d'un certain temps, le fait que nous sommes des êtres civilisés, du fait que nous n'avons rien à boire et rien à manger, va faire que nous allons perdre notre civilité et nous allons nous comporter comme sur le radeau de la méduse. Nous allons nous entremanger. Parce que la pulsion va dominer notre comportement. Un être humain, c'est un être pulsionnel comme n'importe quel être vivant doté d'un système nerveux. L'agressivité du tigre, le caractère farouche du cerf, ce sont des comportements pulsionnels. C'est-à-dire ce sont des réactions automatiques de l'organisme. Nous, les êtres humains, nous apprenons à maîtriser nos pulsions. C'est-à-dire que quand on dit à un petit garçon, mets pas ton doigt dans ton nez, dis bonjour à la dame, retiens-toi de faire pipi au lit, etc., nous lui apprenons à ne pas satisfaire sa pulsion. Et cette éducation-là, c'est ce qui consiste à transformer la pulsion en désir. La pulsion, lorsqu'elle est transformée en désir, devient une énergie d'investissement social. Et à ce moment-là, elle produit le rapport aux muses, aux sciences, à l'investissement politique, à l'investissement religieux, à l'investissement amoureux, par exemple. Aimer quelqu'un, c'est pas se sauter dessus pour le consommer pulsionnellement. Ça s'appelle la prostitution. Et c'est une forme de misère, ça s'appelle la misère sexuelle. Aimer quelqu'un, c'est évidemment avoir une relation sexuelle avec elle, ou avec lui, mais sublimé, sous une forme sublime, c'est-à-dire dans un processus d'idéalisation. Toute la civilisation, quelle que soit sa forme, chez les Nambikwaras, chez les Esquimaux, chez les Chinois, etc., a toujours consisté, selon des modalités très variables, ce sont les diversités culturelles, à produire de l'énergie libidinale, c'est-à-dire du désir avec de la pulsion. Nous sommes la première société, et malheureusement au niveau planétaire, qui détruit cela, parce que en détruisant le rapport aux parents, on détruit ce qui permet aux parents de transformer cette pulsion en désir. Ce que Freud explique, par exemple, c'est que les enfants entre 0 et 5 ans ont un rapport à leurs parents absolument identificatoire et idéalisateur. Le père et la mère sont des idéaux de vie et on s'y identifie totalement. Et ça, c'est extrêmement important. Eh bien, il y a 20 ans, des entreprises, plutôt des laboratoires de marketing aux États-Unis ont dit, puisque les enfants s'identifient avant 5 ans aux parents, il faut maintenant qu'ils s'identifient aux marques. Et donc, on va désidentifier les enfants aux parents. Et ça donne des enfants pulsionnels. Donc, ces enfants se mettent, dans certains cas, à passer à l'acte. Et surtout quand ils sont pauvres, évidemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On va priver d'allocation familiale les parents, et en plus, on va les envoyer en tôle, parce qu'il y a un projet de loi de M. Ciotti, il s'appelle comme ça, Ciotti, Éric Ciotti, veut faire passer une loi pour que les parents soient condamnables pénalement à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende si leurs enfants commettent un délit. Mais c'est absolument honteux. C'est une décharge de responsabilité. Et ce sont ces gens qui sont les responsables du gouvernement, qui sont en responsabilité de ce cas. C'est eux qu'il faut condamner à des amendes et à des peines carcérales. Si on doit condamner quelqu'un, ce ne sont pas les parents. Les parents sont des victimes. Nous sommes dans une société qui fait des victimes des bourreaux, qui fait passer les victimes pour les bourreaux. Ce qui est évidemment très pratique, puisque ça permet de faire du détournement d'attention, que ce soit sur les enfants, sur leurs parents, sur les Roms ou sur les étrangers en général. Nous vivons dans une société anti-jeune et structurellement xénophobe. La xénophobie d'État et l'antigénisme, aujourd'hui, sont des arguments du populisme dans lequel nous sommes en France. Alors justement, Bernard Stiegler, vous parlez des Roms, pour certains qui ne vont pas faire leur rentrée. Et là, nous allons vivre une semaine de rentrée des classes, ou au moins de préparation de la rentrée. Alors, dans cette recherche de maîtrise des pulsions, quel rôle donnez-vous à l'école, à l'institution scolaire? L'école est le dispositif absolument fondamental. Vous savez bien qu'Emmanuel Kant a été un philosophe des Lumières, que Condorcet, qui est évidemment très proche de la pensée de Kant, est un des grands penseurs de l'école, que lorsque Jules Ferry mettra en œuvre le système scolaire à la française, c'est par reprise
du programme des Lumières et de Condorcet. Qu'est-ce que c'est que l'école? L'école, c'est ce qui nous apprend que quelque chose de supérieur existe dans le désir, qui s'appelle la raison. Et que la culture est quelque chose qui forme des modèles attentionnels. Par exemple, je parlais tout à l'heure du psychopouvoir et des psychotechnologies comme système de captation de l'attention. L'attention, on la capte, cela dit, dans toutes les sociétés. Un chaman capte l'attention de sa tribu, un curé capte l'attention de ses ouailles, un instituteur capte l'attention de ses enfants. Il faut capter cette attention. Mais pourquoi faire? Il faut la capter, à l'école en particulier, pour l'élever à un niveau de pensée, à un niveau de compréhension, à un niveau d'héritage, c'est le rapport à la culture constituée, qui va faire qu'on va, comme le disait Auguste Comte, se retrouver comme un nain sur l'épaule d'un géant, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir sur toutes les générations précédentes de la culture qui a été accumulée pour essayer de ne pas tomber dans le pulsionnel et au contraire de transformer le pulsionnel en un investissement social. L'école, c'est quelque chose qui permet, après la formation dans la cellule familiale de l'éducation parentale à l'identification, ce qu'on appelle l'identification primaire, de s'identifier à d'autres formes d'idéalité qui sont plus les parents comme idéal du moi, mais la géométrie, l'histoire de la France d'ailleurs, qui n'est pas forcément l'histoire de Gaulois pure de souche, parce que l'histoire de la France, c'est l'histoire essentiellement de migration, qui ne cesse de venir en France pour renouveler la culture, c'est être conscient de la complexité du socle sur lequel on se trouve assis, et c'est pouvoir enchaîner sur ce processus pour soi-même devenir un être autonome, un être majeur, capable de juger, de critiquer et de ne pas se laisser mener par le bout du nez. L'école, c'est une machine à lutter contre le populisme. Eh bien voilà un très beau programme pour cette rentrée. Bernard Stiegler, nous vous remercions beaucoup de nous avoir rendu visite pour cette première émission. Nous rappelons que votre livre « Prendre soin de la jeunesse et des générations » est disponible aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Ah, merci d'avoir su capter notre attention surtout. Donner ce temps à l'enfance pour l'amuser et la faire rire depuis sa minorité même, c'est lui donner accès aux muses, c'est-à-dire à la fantaisie, qui seule peut l'enchanter et fonder sa vie imaginaire, source de l'art, de la science et de toutes les formes de l'esprit. Laisser en revanche les psychotechnologies prendre le contrôle de l'attention infantile, c'est laisser l'industrie culturelle court-circuiter et détruire ces espaces transitionnels et les bases de tout système de soi.